Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros sur Europe 1 jusqu'à 9h30 et sur CNews jusqu'à 10h30. Chacun remarquera que les coups les plus rudes contre CNews sont portés par les journalistes, nos chers confrères, et ce, pour plusieurs raisons. D'abord, CNews fait vendre, c'est la une de Télérama ce matin qui préfère parler de nous plutôt que du Temps où ces journalistes encensaient Benoît Jacot. Libération, l'Express, Le Monde, la plupart des journaux ou magazines de la presse écrite écrivent à peu près le même papier avec les mêmes mots et cette même mauvaise foi qui traverse leurs articles. Mais surtout, et c'est la vraie raison de ces attaques, CNews, ça marche. C'est ça le sujet, c'est ça le problème. Lundi, Sonia Mabrouk, Laurence Ferrari, Christine Kelly étaient chacune première chaîne info. Lundi toujours, CNews était aussi première chaîne info largement devant son principal concurrent avec une différence importante, 3,5 de part d'audience contre 2,6. Comprenez le malaise. Quand CNews a commencé, la chaîne faisait 5 fois moins que sa concurrente. Lundi, elle a fait un tiers de plus. CNews a déréglé le système. CNews est devenu un sujet national. Je serai entendu, notamment avec Laurence, avec Sonia, par une commission d'enquête parlementaire, même si j'en suis surpris, croyez que j'irai avec le respect dû aux représentants du peuple. Nous répondrons à toutes les questions, évidemment, avec solennité, avec gravité, peut-être avec plaisir aussi, pour que chacun comprenne ce qui nous anime, l'information, le débat et la liberté d'expression, cette chère liberté d'expression, qui commence pour certains à France Inter et finit à Télérama, mais qui pour CNews couvre l'ensemble des sensibilités. Il est 9h01, Chana Lousteau. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Gabriel Attal va donner une conférence de presse d'ici quelques minutes. Le Premier ministre va tenter de calmer la colère des agriculteurs, même si a priori c'est un point d'étape. Il ne faut pas attendre d'annonce. En tout cas, Gabriel Attal est attendu au tournant. C'est ce que nous a dit Véronique Le Floch, présidente de Coordination Rurale. Ici, il s'agit des enjeux de l'avenir de nos agriculteurs, mais ce n'est pas qu'en France, c'est l'avenir de ce que vous avez dans vos assiettes, c'est l'avenir de notre santé et c'est l'avenir de notre souveraineté alimentaire. Gabriel Attal, qui ce matin dans le Figaro se dit prêt à débattre sur l'agriculture avec Marine Le Pen. Elle lui répond qu'il ferait mieux d'accepter le débat proposé par Jordan Bardella. Le président du RN était ce matin sur CNews et Europe 1 et il a renouvelé son invitation. Écoutez. Gabriel Attal a été nommé, d'après les mots de la Macronie, comme une arme anti-Bardella pour les élections européennes. Alors il faut que Gabriel Attal vienne débattre avec moi. J'ai proposé un débat à Gabriel Attal. Gabriel Attal, il est engagé à 5 mois des élections européennes. Il faut qu'il accepte de venir débattre avec moi. Mais un certain nombre de propositions ont été faites par les chaînes de télé. Et je pense que c'est l'occasion de confronter deux visions de la société. Est-ce que vous ne risquez 73 millions d'euros, ça en fait rêver plus d'un, je le sais. Bien, c'est la somme astronomique remportée hier soir par un Français à l'euro-million. Il a maintenant 60 jours pour se manifester auprès de la Française des Jeux. Et pour les déçus, le prochain tirage est prévu vendredi. 17 millions d'euros sont en jeu. C'est vrai, j'ai décidé d'ailleurs de faire un don de ces 73 millions, chère Chana, bien évidemment. Merci à vous. Sabrina Medjeber est avec nous, elle est essayiste et vous la connaissez désormais régulièrement sur notre plateau. Marie-Estelle Dupont pourra parler tout à l'heure de quelque chose qui nous intéresse, c'est l'emprise, ce phénomène d'emprise. Vous pourrez nous dire précisément ce que c'est. Éric Nolot, André Valigny, Henri Guénaud, avec cette chronique hier dans Le Figaro, Juifs étrangers, mal blanc, la recherche du bouc émissaire et le propre des sociétés malades. Papier très intello, très haut de gamme, si vous me permettez. Je préfère haut de gamme qu'intello. Oui, haut de gamme, une vraie réflexion sur la société d'aujourd'hui. Oui. Et le titre n'était pas celui-là à l'origine. Le titre, c'était « Le bouc émissaire est innocent ». Voilà. Le bouc émissaire est innocent ? Oui. Bon, ça ne concerne pas les journalistes de CNews. Vous ne devriez pas protester au mot intello, hein. C'est devenu une insulte maintenant. Non, mais, vous savez que ça a toujours été très péjoratif et méprisant. Oui, mais intellectuel, oui, mais ça ne devrait intello, pas. non. Non, ça ne devrait pas. Parce que les gamins qui sont bons en classe se font traiter d'intello, vous voyez, par... Oui, mais c'est péjoratif. Ben oui. Mais le bouc émissaire est innocent, vous ne parlez pas de CNews ? Je parle de tous les boucs émissaires. Ah, bon. Et puis Dominique Jamais, qu'on est heureux de retrouver. Merci, cher Dominique. Alors, c'est vrai que ce débat, la une de Télérama, je disais, enquête CNews, le grand remplacement de l'info.
Le grand remplacement de l'info. On en est là sur CNews pour nos amis de Télérama. Et je le répète chaque jour, les coups les plus durs sont portés par des journalistes. C'est intéressant. Et évidemment, et on est parfois des non-journalistes pour certains. Alors écoute, hier j'ai écouté France Inter, qui est comme ça, c'est le temple du pluralisme, et il y avait un débat entre Thomas Legrand, éditorialiste de France Inter, aujourd'hui à Libération d'ailleurs, qui explique qu'il n'y a pas de rédaction à CNews, qu'il n'y a pas de journalisme, qu'on n'ait pas de carte de presse, etc. Et puis Étienne Gernel. Je vous propose d'écouter quelques extraits sur ce sujet qui nous passionne. C'est d'une immense tristesse que cette époque où l'on confond la réprobation et la contrainte, où l'on confond la critique et la caporalisation, quelle régression pour la liberté d'expression par rapport à la fin du 19e, quand on a inventé cette loi merveilleuse de 1881 sur la liberté d'expression. C'est ça qui est triste. C'est profondément triste, et ce qui est triste, c'est moins d'ailleurs cette décision absurde du Conseil d'État. Le Conseil d'État n'en est pas à sa première décision absurde. Ce qui est triste, c'est l'absence de réaction, y compris à gauche. Il fut un temps... des réactions, il y en a eu beaucoup quand même mais depuis une semaine. Peu à gauche, et c'est ça qui me frappe beaucoup chez les adversaires. Il fut un temps où on défendait la liberté de ses adversaires. C'est ce que faisait Clémenceau quand il défendait en 1881 la liberté d'expression des monarchistes. Et Dieu sait que c'était un républicain féroce, radical. Et il disait la République vit de liberté. Et ça a disparu. C'est une immense tristesse. Et on voit une régression en réalité du goût de la liberté en France. Thomas Legrand. Alors rassurez-vous les gars, je vais m'opposer à Étienne parce que, mais en fait sur la décision du Conseil d'État, sur l'avis du Conseil d'État et sur le rôle de l'Arcom, moi je suis pas très à l'aise non plus. C'est par fonction et parce que je suis journaliste, j'aime pas trop qu'on mette le nez dans les affaires de la presse. Mais là il s'agit pas de ça du tout. Il s'agit simplement d'une chaîne de télévision qui bénéficie d'un canal hertzien public gratuit. Il n'y en a pas beaucoup. Et pour bénéficier de ce canal hertzien gratuit public, il y a quelques règles simplement une règle d'impartialité, sinon d'impartialité, pas de neutralité, mais au moins de faire vivre le pluralisme politique. Et puis c'est une chaîne d'info. Elle s'est inscrite comme chaîne d'info. Et moi, ce que je lui reproche, c'est pas du tout d'être d'extrême droite, CNews. Ça m'est égal, il faut que l'extrême droite existe en France, il faut qu'elle puisse s'exprimer, c'est de ne pas faire de journalisme. C'est le non-journalisme de CNews qui m'embête. Donc si vous défendez la presse et le journalisme, c'est difficile de défendre CNews aujourd'hui. Non mais c'était extraordinaire. Enfin, tout était extraordinaire. Moi, je suis un fidèle de la matinale de France Inter. Ça m'énerve souvent, mais je ne demanderai pas leur interdiction pour autant. Mais on discutait du pluralisme entre Thomas Legrand, qui est éditorialiste à Libé, et Nicolas Demorand, qui est un ami. Alors, j'avais rien contre lui, c'est quelqu'un que j'apprécie, mais qui est l'ancien patron de Libé. Et c'est dans ce cadre-là qu'on discute du pluralisme. Déjà, il y a un côté orwellien. Bon. Et ensuite, très tranquillement, Thomas Legrand dit, mais CNews est une chaîne d'extrême droite, donc ça y est, classée une bonne fois pour toutes, l'extrême droite a le droit d'exister. Donc, en fait, la messe est dite, on est d'extrême droite, et pas besoin de le prouver, il suffit de le dire. C'est quand même insensé. Et surtout, ce qui était très étonnant, c'est que Thomas Legrand, c'était aussi le cas dans l'affaire Tesson, quand ils ont essayé d'annuler Sylvain Tesson comme parrain. Ils sont très mal à l'aise, en réalité. On voit dans son attitude physique et même dans ses arguments qu'il est très mal à l'aise, mais il est en mission parce que ce petit milieu est en panique. Il sent que le vent est en train de tourner et que, il faut défendre son précaré, continuer à incarner le vrai, le bien, parce que bientôt, ce ne sera plus le cas. C'est ahurissant d'entendre ce que l'on entend, et on voit bien, en effet, que Thomas Legrand était gêné aux entournures. Je crois que, je me suis reporté, mais tout bêtement, pour bien vérifier, vous savez, au texte fondamental, au texte fondateur, qui était la loi de 1881 sur la presse. Article 1, l'imprimerie et la librairie, autrement dit les médias, sont libres. C'est-à-dire qu'après des siècles d'inexistence et puis 2 siècles de censure, il était entendu que les journaux, les radios, les télévisions n'existaient pas encore, que la presse, que les médias étaient libres. Ça veut dire pas d'intervention de l'État, pas de censure, on peut dire ce que l'on veut à l'anglo-saxonne. C'est fabuleux, et c'est cela qui est en train d'être sapé, miné par des gens, j'ai le regret de le dire, dont une partie sont journalistes. Marie-Estelle Dupont, et après je vais vous faire écouter un deuxième passage si vous le voulez. Dans mon dernier livre, je pointe justement le fait que le débat public a régressé à quelque chose d'extrêmement binaire. Mais je pense que c'est aussi lié en fait à la baisse de l'instruction. Parce qu'à partir du moment où les instituts de formation des journalistes ont baissé le niveau
de... Donc je dis votre nom pour nos amis d'Europe 1, c'est pour ça. Du journalisme et des journalistes, il est extrêmement compliqué de tolérer un débat avec des désaccords et de la dialectique quand on n'a pas d'arguments. Et donc, moins les journalistes ont d'instruction, bien évidemment, plus le débat public souffre, parce que Aristote le disait, finalement, c'est le privilège des gens intelligents de pouvoir supporter que l'autre ne soit pas d'accord sans adopter sa posture, mais sans se sentir menacé non plus. Donc, on regresse à quelque chose de très binaire. C'est ce que j'explique dans le livre « Être parent en temps de crise » qui vient de sortir. Je vous propose d'écouter un deuxième passage de Thomas Legrand. Bien sûr, mais quand les gens de gauche y vont, en fait, c'est très compliqué. Moi, je peux débattre, quand je débat avec Étienne ou quand je débat avec quelqu'un du Figaro, on a à peu près la même conception de la vérité journalistiquement établie. Pas de la vérité journalistiquement établie. Et de ces vérités journalistiquement établies, on peut débattre, on n'est jamais d'accord, tu as pas pris le bon angle, c'est pas les bonnes conclusions, etc. Mais pourquoi vous n'allez pas vous êtes invité sur CNews parfois? Bah, il m'invite plus, mais j'ai déjà reçu des invitations. Et pourquoi vous n'y allez pas? Mais parce que quand on y va, regarde, Laurent Geoffrin a essayé, par exemple, quand on y va, on est submergé par des espèces d'aboiements. On n'est pas face à des journalistes ou face à des politiques, on est face à des gens qui n'ont pas la même notion de la vérité établie. Moi, je ne vais pas débattre avec des anti-vax je suis pas un scientifique. Sur le vaccin, j'invite des scientifiques. Je m'aperçois que 98% des scientifiques ont un avis. Pour moi, je défends plutôt cet avis. Voilà. CNews passe son temps à inviter Éric Raoult, le pauvre. Raoult, c'est quoi son prénom? Didier Raoult. Nous, à France Inter ou dans les autres grands médias, RTL, il l'invite beaucoup moins parce qu'on sait les failles vis-à-vis de la vérité. Vous aussi. Oui, mais vous y allez, vous, à CNews, quand on vous invite? Écoutez, j'y suis allé il y a quelques mois. D'ailleurs, on s'est copieusement empaillé sur la question de l'Europe parce que l'ambiance était plutôt souverainiste ce jour-là et ça m'a posé aucun problème. Je pense qu'il faut se confronter aux choses. Mais ça ne pose aucun problème de m'opposer à eux. C'est simplement qu'on ne débat pas, on s'aboie dessus, on se fait insulter. Thomas Legrand, Il a cité Laurent Geoffrin. Et il dit Laurent Geoffrin a essayé. Je voudrais lire ce que m'a écrit Laurent Geoffrin le 21 août dernier, lorsqu'il a annoncé, à regret, qu'il ne venait plus sur CNews. Cher Pascal, merci pour vos messages amicaux. Je ne pourrai plus malheureusement participer à l'avenir à l'heure des pros. J'ai été heurté par l'affaire du JDD. Et j'ai pris sur ce sujet des positions très nettes. Ce serait pour moi incohérent de continuer à venir dans une émission du même groupe de médias. N'y voyez rien de personnel. J'ai toujours souligné que vous m'aviez laissé une entière liberté de parole au cours de nos joutes et que nos rapports étaient très cordiaux au-delà de nos désaccords politiques manifestes. Je vous remercie pour la courtoisie dont vous et la chaîne avez toujours fait preuve à mon endroit. Revoyons-nous à l'occasion, amicalement, Laurent Geoffrin. Donc, instrumentaliser Laurent Geoffrin, comme le fait monsieur le commissaire politique Thomas Legrand, c'est juste une honte. C'est juste une honte. Et que ce monsieur soit journaliste et qu'il parle comme cela des médias, c'est une indignité journalistique, ce qu'il vient de dire. J'ai été intrigué et j'aimerais des explications s'il acceptait de venir sur ce plateau ou sur n'importe quel autre. Alors, je l'accepte volontiers. Si monsieur Legrand veut venir demain matin discuter avec nous, qu'il vienne et qu'il me dise en quoi je suis d'extrême droite. Ça me passionne. Quelle différence fait-il entre la vérité journalistiquement établie et la vérité? Je n'ai pas compris. Mais c'est l'entre-soi. En fait, ce qu'il vous dit, c'est un aveu. C'est un aveu. Il dit on est entre nous. Oui, alors, c'est extraordinaire d'ailleurs. On est entre nous quand on est ensemble. Alors regardez ce plateau aujourd'hui. C'est celui qu'il a dit qu'il est. C'est-à-dire qu'il crée le problème qu'il prétend dénoncer. Oui, puis surtout qu'on est dans une logique, mais clanique, quoi. Là, c'est vraiment de l'endogamie et du communautarisme médiatique. Lorsqu'il parle de l'extrême droite, alors encore faudrait-il qualifier ce qu'est l'extrême droite. Et à partir de là, prouver les arguments qui nous attaquent en tant que chaîne d'extrême droite sur la base d'enquêtes diligentées. Déjà, ça, c'est le problème. Oui. Et puis surtout que, mais sauf erreur de ma part, les invités d'extrême gauche sont invités ici. Ils refusent de venir parce qu'ils ont certainement également peut-être potentiellement peur que le débat leur soit trop houleux. Et puis, je n'ai entendu personne chez CNews, pardonnez-moi, sauf erreur de ma part, critiquer les 69% de présence des députés de la NUPES lors de l'élection présidentielle. Ça, il n'y a rien à en redire chez les extrémistes de gauche. André Vanini. Oui, ben justement, moi ce matin, je regarde sur ce plateau, il y a Dominique Jamais, voltairien, je pense qu'il acceptera ce qualificatif. Henri Guénaud qui est gaulliste. Éric Nolot qui représente depuis longtemps une gauche républicaine, universaliste, laïque.
Eric, tu es d'accord Parfait. avec moi? Tout me va bien. Moi qui suis issu du Parti Socialiste, même si je ne suis plus adhérent du PS depuis la NUPES, je me reconnais toujours comme quelqu'un de gauche, venant du mouvement socialiste. Enfin, où est le... Et moi qui suis journaliste, si vous me permettez, Il est avec là. un esprit de contradiction et de critique sur tous les sujets. Oui, tout à fait. Oui. Je suis Et- militant de rien du tout, Non. je le précise. Ah oui. J'ai Non, mais simplement un esprit de contradiction et un esprit critique. Et d'ailleurs, on est attaqué très souvent par les gens de Reconquête, par les gens de la droite, qui effectivement peuvent être les plus durs parfois, je l'ai dit la semaine dernière. Dernier passage de M. Legrand, les vrais journalistes. Les vrais journalistes selon Thomas Legrand, qui est une référence, qui est un phare de notre métier. C'est connu. C'est un phare de notre métier, M. Legrand, bien sûr. C'est quelqu'un qui restera dans la postérité de ce Phare métier. d'Alexandre. Bien évidemment. Écoutons-le. Question de vrai journaliste, Thomas. Je peut sais en pas juger. je sais pas. Voilà, je vous pose la Le taux question du pour aller reportage. au bout. Mais honnêtement, aujourd'hui, Sonia Mabrouk, elle vous entendrait, ou Sonia Laurence Mabrouk- Ferrari, elle dirait donc moi je suis pas une vraie journaliste aux yeux de Thomas Legrand. Sonia Mabrouk passe son temps à inviter des confrères généralement de la bolosphère qui n'ont pas fait de reportage. Elle passe Non, son temps à elle est inviter intervieweuse le matin de politique. mais est-ce que d'Éric Raoult, de Onfray, qui explique Non, là pour le coup, elle reçoit toute la classe politique. Est-ce qu'une seule chose justifie qu'on caporalise CNews? Est-ce qu'une seule de ces choses-là mettons l'Arcom. Répondez-le. Je m'en fiche de la Mais non, mais avec vous. c'est fondamental ce Mais débat. c'est fondamental. C'est extraordinairement dangereux ce qui est en train de se passer. Vous vous rendez pas compte, le Il y a cas aucun CNews risque. Il y a est aucun anecdotique. On s'en CNews, fiche totalement. et même si l'Arcom virait CNews de son canal hertzien, CNews ferait un tabac sur une chaîne YouTube, et il se débrouillerait très bien. Vous vous rendez compte que ces gens se prétendent journalistes. Les journalistes, c'est les faits. CNews passe son temps à inviter Didier Raoult, une fois. Depuis la rentrée, depuis septembre. Depuis quand bien même. Passe son Je veux temps. dire, Non, mais en fait, ces gens, mais je vous assure, c'est effrayant. Même pour ceux qui nous écoutent, c'est la honte de notre profession, Thomas Legrand. C'est une honte de notre profession, il déforme les faits. Et il dit de Sonia Mabrouk qu'elle passe son temps à inviter des gens de la bolosphère. De la bolosphère. Non, mais des journalistes Non, mais du côté enfin, je de vous la- assure, Pardon, on est, mais on c'est est, très caractéristique, mais hein. on n'est C'est pas. très Alors caractéristique de ces même journalistes Léa de gauche. Salamé, qui d'habitude n'intervient pas dans ces sujets, même elle est gênée vis-à-vis de ses consoeurs et elle intervient pour ce. Mais qui est ce monsieur? Mais pour qui se prend-il? Un journaliste qui aime la censure, qui réclame C'est la un censure, flic. C'est un commissaire politique. C'est un commissaire C'est un commissaire politique. politique. qui réclame C'est un commissaire. l'interdiction, C'est qui un réclame- commissaire. qui Enfin, réclame la mort Mais ça d'un fait- média dont il ne partage pas les idées. Mais c'est un commissaire politique. Alors, Monsieur Guénaud, je vous assure, on est chez les fous avec ces news. Depuis, mais c'est un vrai. Non, mais ce qu'il y a- Mais ça vous fait rire. Non. Mais moi, ça me fait pas rire en fait, parce que c'est des confrères. Ce sont des gens qui ont une carte de presse comme moi et qui disent juste n'importe quoi. Ah oui, Oui, non, mais Eric, quelqu'un- quand même, parce que le mais sectarisme. Si je peux me permettre, Henri Guénaud. je pense que vous êtes trop sensible. Oui. Non, mais trop sensible en ce sens. C'est France Inter, c'est 5 millions de gens hier. Je vais vous expliquer. Quand je viens sur CNews, je me fais insulter parce que je viens sur une chaîne qui est scandaleuse. Mais quand je vais sur BFM ou sur LCI, je me fais insulter par des auditeurs de CNews qui trouvent que c'est scandaleux d'aller sur BFM ou sur LCI. On en reparlera tout à l'heure, ça illustre parfaitement l'affaire des boucs émissaires. Donc, vous êtes un bouc émissaire parfait. Les autres aussi, ils ne le savent pas toujours, mais sont aussi des boucs émissaires parfaits. Tout le monde est le bouc émissaire de quelqu'un. Deuxièmement, ce qui me frappe dans ce débat, d'abord, Henri Guénaud. je trouve qu'Étienne Gernel a dit tout ce qu'il y avait à dire dans ce débat est très bien. Bon, il est le patron de la rédaction du Point. Hein, c'est pas journal qu'on peut classer à l'extrême droite ou à l'extrême droite ou à, comment on dit, l'ultra-droite. Mais il y a une confusion dans ce débat. De quoi parle-t-on? Si on parle de l'opinion que chacun a d'une chaîne ou d'un journal ou d'un média, c'est un débat assez peu intéressant. Vous savez quelle est leur opinion. Si on parle de la décision du Conseil d'État et de la plainte qui a été déposée par RSF au Conseil d'État, c'est autre chose. Parce que ce dont on commence à prendre conscience tout doucement les uns et les autres, la décision du Conseil d'État prononcée sur un cas d'espèce qui était CNews, elle va s'appliquer à tout le monde. Elle ne peut que s'appliquer à tout le monde. Voilà. Mais oui,
C'est-à-dire que... Et le problème n'est pas tellement qu'elle est absurde, le problème c'est qu'elle est inconséquente. C'est-à-dire que au fond, le Conseil d'État dit on ne peut pas s'en tenir à la règle actuelle qui est de regarder les équilibres politiques. Vous êtes membre d'un parti politique, vous avez un mandat. Bon, il faut faire respecter la règle générale. Alors on peut trouver que c'est une violation de la loi de 1881, mais enfin, je trouve que c'est une règle qui n'est pas malsaine en réalité. Dire un tiers pour le gouvernement, un tiers pour la majorité, un tiers pour l'opposition. Ça, c'est objectif. C'est-à-dire que vous êtes membre d'un parti, vous êtes élu, tout ça, c'est un critère objectif. Là, on entre dans toute autre chose. C'est-à-dire, on entre dans le domaine du subjectif. C'est-à-dire, moi ou André Valigny, on va dire, mais alors vous êtes ceci, vous êtes cela, mais moi, je n'autorise personne à me classer dans une politique ou philosophique. Nous sommes d'accord. Voilà, donc on entre dans quelque chose qui conduit, mais ça a déjà été évoqué. Et ça, c'est le problème. Si on va au bout de cette logique, ça conduit au fichage. Voilà. Le fichage et le flicage, mais ça, c'est le plus grave. Mais je vous dis, attention, parce que je voudrais écouter... Je pense que l'ARCOM ne va pas aller jusque-là. Je suis d'accord. Si j'ai bien lu l'interview... Henri, je suis d'accord. Je voudrais qu'on écoute juste M. Deloire, qui a donné une conférence de presse hier. Mais en fait, le problème, je le répète, le problème numéro 1, c'est que CNews, ça marche. C'est ça leur problème. Ça marche. Donc, et Libération, ça ne marche pas beaucoup. C'est dans un journal ça ne marche pas, en tout cas si bien. C'est ça leur souci. Écoutons M. Deloire qui a donné une conférence de presse hier. Pourquoi nous avons attaqué l'ARCOM ? Parce que c'est l'ARCOM contre qui nous avons exercé un recours dans le dossier CNews. Parce qu'il y a une évolution dans les chaînes d'information. Jusqu'à présent, les chaînes d'information ont essayé de tenir une ligne distinguant le journalisme de la politique. Et en fait, c'est le contournement de la loi par CNews qui pose problème. Il y a une forme de tricherie, et il fallait mettre fin à cette tricherie. C'est le rôle de l'ARCOM d'y mettre fin. L'ARCOM ne le faisait pas, on a demandé à l'ARCOM de le faire. Parce que CNews, comme les autres chaînes d'information, a signé avec l'ARCOM une convention, dans le cadre de l'attribution de fréquences hertziennes, de TNT, qui relève du domaine public. Et cette attribution de fréquence du domaine public, elle est accordée en contrepartie d'engagement. Et c'est normal que tout le monde les respecte. Sauf à trahir les engagements contractuels et le public. Notre enjeu, c'est que l'ARCOM exerce ses responsabilités. Ce que, au fond, le Conseil d'État a dit, c'est que l'ARCOM n'avait pas fait son travail. Nous, c'est une idée qu'on défendait depuis 8 ans. L'ARCOM n'avait pas réussi à obtenir que sur CNews, il y ait une diversité de points de vue, ni ne s'était assuré du cadre d'indépendance éditoriale. Et je dirais même que l'ARCOM a tout fait pour que cette décision ne soit pas prise. Puisque l'ARCOM nous a opposé des arguments dans la procédure, et que l'ARCOM a même contesté notre intérêt à agir. Mais notre intérêt à agir, il était confirmé dans la procédure, et c'est nos arguments qui l'ont emporté. Je rappelle que l'ARCOM, à chaque fois qui était sollicité, expliquait que CNews était précisément dans le cahier des charges. Non, mais d'abord, ce qu'on entend chez M. Deloire, c'est que toute la machine de guerre s'est dirigée expressément contre CNews. Ça s'appliquera à tous, mais il faut quand même le rappeler. Ensuite, du débat précédent, quelqu'un qui ne vient pas débattre ici, Thomas Legrand, dit qu'il est impossible de débattre. 2 personnes qui viennent débattre, Étienne Gernel et Laurent Geoffrin, eux qui viennent débattre, disent oui, c'est tout à fait possible de débattre sur un plateau de CNews avec des gens qui ne sont pas d'accord. Donc en fait, on oppose les gens qui connaissent CNews, qui viennent ici, qui débattent en toute liberté, avec des idéologues comme Thomas Legrand, qui a décidé une bonne fois pour toutes que nous étions une chaîne d'extrême droite et qu'il fallait nous punir. Écoutez, ça ne va pas. Il y a le ciel de l'idéologie et la terre des réalités. Oui, et je rappelle que M. Legrand, s'il souhaite venir demain matin, il a mon portable. J'ai un commentaire bref sur M. Deloire. Pauvre Bitos. Ah oui, pauvre Bitos qui est remonté d'ailleurs à Paris. Formidable, pauvre Bitos. De Jean Anouilh, ça durait 3h15 à l'époque. Je pense qu'ils vont resserrer parce que plus personne ne peut voir une pièce de 3h15 aujourd'hui. Mais vraiment, c'est à 19h au Théâtre Hébertot. Allez voir pauvre Bitos parce que c'est très intéressant. Vous avez raison. Dans un autre extrait, il dit ça s'applique à tous, mais je ne ferai pas de fausses équivalences. Oui. Donc c'est intéressant parce qu'il a déjà le résultat de l'enquête avant l'enquête. Bien sûr. Et je trouve que c'est très symptomatique. C'est intéressant que ça sorte en fait ça. Parce que je trouve que ça met en lumière quelque chose qui est déjà à l'œuvre depuis plusieurs années. C'est que le débat intellectuel est en train de laisser place à de la démonologie.
C'est-à-dire que vous êtes du mauvais côté, donc je ne peux pas parler avec vous parce que si je parle avec vous, je risque d'attraper votre maladie. Donc on est dans une logique paranoïaque où tout ce qui n'est pas moi est mauvais. Et ça, c'est quand même très préoccupant pour l'intelligence de la jeune génération. Robert Ménard était hier avec nous, il a dirigé Reporters sans frontières. Il écoutait hier notre émission et c'est lui-même qui, pendant l'émission, m'a dit « je veux réagir » et il a réagi. Écoutons. Vous savez, enfin vous êtes journaliste, je suis journaliste, je pense aux centaines de gens qui partout dans le monde se battent pour Reporters sans frontières. Et c'est pas des guignols comme ça. Je veux dire, moi je peux vous citer des noms dans des pays où honnêtement il fallait être sacrément courageux, plus que nous, pour dire je suis le correspondant de Reporters sans frontières. Et ça me fait de la peine que cette espèce de pingouin là nous tienne un certain nombre de propos invraisemblables. Et je pense à ces copains-là et je me dis, j'ai pas envie que demain les gens se disent, parce que moi on me l'a dit dans un taxi hier, la dernière fois à Paris, hier ou avant-hier, le type me dit, il savait pas qui j'étais, il reconnaît que je suis le maire de Béziers et je sais pas pourquoi il me parle de ça, il me dit, ah mais c'est des beaux salauds ces gens de Reporters sans frontières, mais vous pouvez pas savoir dans quel état ça m'a mis. J'ai dit bien sûr que non, c'est pas des beaux salauds, c'est des gens formidables, mais c'est pas ceux-là, voilà. Et ça me fait de la peine, ça me blesse. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet aujourd'hui et on va marquer une pause. Saluer notre confrère Thomas Hill d'Europe 1 qui va prendre l'antenne sur la Radio Bleue. Bonjour cher Thomas. Merci beaucoup et bonne émission. Bonne émission à vous également. On marque une pause et on revient juste après la pause avec cette chronique toujours passionnante d'Henri Guénaud, juif, étranger, mâle blanc, la recherche de boucs émissaires et le propre des sociétés malades, protestant à la Saint-Barthélemy, noble sous la terreur, bourgeois pendant la Commune, arménien dans l'Empire ottoman finissant, petits paysans propriétaires sous Staline, juifs, gitans, homosexuels pour les nazis, communistes en Amérique au temps du macartisme, intellectuels pendant la révolution culturelle de Mao, coptes en Égypte, musulmans en Inde, n'importe qui peut l'être. Il n'est pas l'exclusivité d'une idéologie, d'une religion, d'un parti, c'est la nature humaine qui se rappelle à nous et vous parlez du bouc émissaire. C'est un texte absolument passionnant, intéressant et qui nous permettra d'entamer la réflexion. À tout de suite. Gabriel Attal, pardonnez-moi, est en train de s'exprimer. Il veut placer l'agriculture au rang des intérêts fondamentaux de la nation, au même titre que notre sécurité ou notre défense nationale, la souveraineté agricole et notre cap, est-il en train de dire en ce moment. Un nouveau projet de loi Egalim avant l'été. Très concrètement, il y avait 62 engagements qui ont été pris à l'occasion de cette conférence de presse que j'avais faite. 100% des chantiers ont été ouverts depuis que ces 62 engagements ont été pris et il est en train de s'exprimer. Somaya Labidi nous rappelle les titres. Vous en parliez à l'instant, Pascal, il démine le terrain avant le salon de l'agriculture. La souveraineté agricole est notre cap, vient de rappeler Gabriel Attal. 62 engagements ont été pris. Jamais autant d'avancées en si peu de temps, a-t-il déclaré. De l'affiche rouge au Panthéon, la France va honorer Missak Manoukian et 23 de ses compagnons. Reconnaissance 80 ans après leur mort pour ces combattants et résistants de l'ombre. Cérémonie à suivre à 18h30. Et puis une collecte pour la mémoire. Tous les témoignages des victimes du 7 octobre sont actuellement rassemblés en vue de leur conservation à la Bibliothèque nationale d'Israël comme preuve historique de l'attaque sans précédent du Hamas. Henri Guénaud est avec nous, vous le connaissez. Il représente une tendance dans la vie politique française d'un discours plutôt haut de gamme, disons-le, je peux le dire comme ça, sans démagogie, inquiet pour le monde dans lequel nous vivons. Vous êtes un gaulliste, donc évidemment, quand on est gaulliste, on a du mal à voir les héritiers aujourd'hui ou ceux qui se présentent comme tels. Je citais un passage tout à l'heure sur le bouc émissaire. Le mâle blanc, dites-vous plus loin, le mâle blanc est le bouc émissaire de l'indigéniste, le conservateur celui du progressiste, l'élite celui du peuple et le peuple celui de l'élite, l'étranger celui du français, le français celui de l'étranger, l'agriculteur est le bouc émissaire de l'écologie, etc., etc. Chacun trouve son bouc émissaire. Mais ça n'a pas toujours existé. Si, le bouc émissaire a toujours existé. C'est d'ailleurs ce que je dis. Vous avez le passage que vous citiez tout à l'heure le montrait bien. Ça a toujours existé. Alors, ça a même existé sous forme d'un rituel, le bouc émissaire, dans les sociétés primitives ou archaïques. C'est-à-dire qu'il y avait un rituel pour chasser celui qui allait emporter avec lui le mâle. Alors, soit on l'exilait, soit on le sacrifiait. Voilà. Et le mâle était censé disparaître avec lui. Alors, le rituel a disparu. La force du rituel pour soigner la violence d'une société
et le malaise d'une société a disparu. En revanche, la réalité, la vérité humaine que recouvrait ce rituel, elle existe toujours. C'est-à-dire que les sociétés malades de la violence, les sociétés qui se déchirent, pour retrouver leur unité, ont besoin de se trouver un ennemi commun. Enfin, les factions ont besoin de se trouver un ennemi commun. Et aujourd'hui, c'est lequel ? Mais aujourd'hui, ça pullule. Voilà. Et ça pullule jusqu'à ce que... Aujourd'hui, ce qui est frappant, c'est que tout le monde a son bouc émissaire. Donc on part vers la guerre de tous contre tous, jusqu'au jour où la logique du bouc émissaire va finir par en sélectionner un. Ah oui, c'est ça que je veux dire, parce que si tout le monde a un bouc émissaire, il n'y a plus de bouc émissaire. Non. À la fin, de toute façon, alors ça sera lequel à la fin ? Société... Non, mais quand ça devient insupportable, quand la violence et les divisions deviennent insupportables, il faut bien se réunifier. Et pour se réunifier, bien, il faut se trouver un ennemi commun. Voilà, ça c'est la première chose. Donc ça a toujours existé, sauf qu'aujourd'hui, la prolifération des boucs émissaires, elle est invraisemblable. Voilà, on verra ce que la logique du bouc émissaire, quelle est la minorité innocente, puisque le propre du bouc émissaire, c'est d'être innocent. C'est ce que dit René Girard très justement, d'ailleurs. C'est très justement, à savoir, il dit le Christ nous a appris que le bouc émissaire était innocent. Par nature, le bouc émissaire est innocent. Le coupable qui est poursuivi, c'est pas un bouc émissaire, c'est un coupable. Ce qui fait le vrai coupable, c'est ce qu'il a fait, non ce qu'il est, mais la logique du bouc émissaire, c'est celle du loup qui dit à l'agneau, si ce n'est toi, c'est donc ton frère, je n'en ai point, c'est donc quelqu'un des tiens. Oui, c'est ça. Voilà. Et on attise le mécanisme du bouc émissaire en effaçant ou en brouillant la frontière entre le coupable et l'innocent. D'où la raison pour laquelle il faut chercher le coupable à tout prix, le vrai, et il faut réellement le punir. Alors ça, c'est la deuxième partie, effectivement, de la chronique. On fait advenir le bouc émissaire quand on ne désigne pas et que l'on ne punit pas ou pas assez le criminel, le violeur, le voyou, le casseur, le pilleur, l'adepte du rodéo urbain qui met en danger la vie des autres, le récidiviste, le trafiquant de drogue qui vend son poison, etc. Donc ça, c'est la deuxième partie. Donc le bouc émissaire est innocent et il existe le bouc émissaire d'une certaine manière parce que le vrai coupable, on ne va pas le chercher. Exactement. Et quand on a le bouc émissaire innocent, on se dispense d'aller chercher le vrai coupable. J'ai une question, pardon. Excusez-moi, Monsieur Guénaud, mais compte tenu de la grille de lecture sociologique française depuis 40 ans et des multiples fractures qui gangrènent notre société, et lorsqu'on écoute Alain Bauer, qui est criminologue, qui est un expert en la matière et qui nous indique comme ça, après une étude sur le taux d'homicidité, que le prochain point de bascule sera soit le rétablissement d'un État policier en France, soit une société complètement anomique. Oui. Quelle est, selon vous, la perspective française dans les années à venir, compte tenu des multiples fractures anthropologiques qui gangrènent notre société, identitaire, religieuse, culturelle, politique, etc. Si on ne fait rien, le schéma sera le suivant, on aura l'anomie, et comme l'anomie est insupportable... Alors, il faut expliquer pour les uns et les autres ce qu'est l'anomie. L'anomie, c'est l'absence totale de normes. C'est l'absence totale de normes, de bah oui, mais pensez aux téléspectateurs, les amis. La sociologie française est née sur le concept d'anomie au XIXe siècle. C'est l'absence totale de normes, l'absence totale de repères. Voilà, quand il n'y a plus de différence entre le coupable et l'innocent, le bien et le mal, etc. Bon, donc, et l'anomie, évidemment, elle est insupportable. C'est-à-dire, une société anomique n'est plus une société. Hein, c'est la loi de la jungle. Donc, comme ça, c'est insupportable. Après, au bout de l'anomie, il y a l'autoritarisme. Alors, dans le meilleur des cas, on a de la chance, on a Napoléon ou De Gaulle. Dans le pire des cas, on a Adolphe. Voilà. Oui, alors, non, mais il y a autre chose en marge. Quel sera le visage de cette autorité? Non, mais il y a en marge de ce papier, c'est pas dans ce papier, mais ce que vous dites aussi intéressant sur la tentation autoritaire, même des démocraties. Et même, pourquoi, disons-le, de notre démocratie. Moi, je vois ça arriver. C'est-à-dire que beaucoup de gens regrettent que nos libertés individuelles, on l'a vu sur le Covid, elles ont été entamées. Ici, on a souvent parlé de cela. Comment vous l'expliquez qu'en plus, c'est plutôt des gens de gauche qui réclament de plus en plus d'interdictions? On est passé... Ben non, on est passé il était interdit d'interdire en 1968. Et c'est ces gens-là, c'est Thomas Legrand, c'est tous les petits commissaires du peuple qui réclament sur le Covid, sur l'écologie, sur tous ces sujets-là, plus de normes, plus de règles et plus de contraintes. C'est étrange. Disons que ça a l'air paradoxal. En réalité, d'abord, ça ne touche pas que les gens de gauche. Je pense que ça touche
bonne partie de la société, plus ce désordre est grand, plus la société se radicalise, et plus l'autre doit être contraint, doit être réglementé, doit être... Voilà, il y a ça, et puis il y a la politique de la peur. C'est-à-dire, quand vous faites la politique de la peur, vous êtes sûr d'obtenir la contrainte et l'obéissance. Moi, j'avais... Bon, je dirais que comparaison n'est pas raison, mais les mêmes mots qui ont été employés pendant la pandémie ont été employés en 1940 par le régime de Vichy. Les affiches obéissez à vos chefs, ou le discours du maréchal disant ce sont nos relâchements qui sont la cause de notre défaite. Eh bien, on disait partout nos relâchements sont la cause de l'épidémie. Donc, il faut contraindre. Et la peur fait obéir. Et c'est la guerre, avait dit Emmanuel Macron le jour où ça a été exprimé. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, alors que le Covid n'était pas une guerre. Ce que vous appelez la gauche, c'est l'extrême gauche. L'extrême gauche a toujours été du côté de la coercition. Tous les mouvements d'extrême gauche sont des mouvements révolutionnaires qui veulent anéantir l'adversaire, ou en tout cas bâillonner l'adversaire. Donc là, on confond la gauche et l'extrême gauche. Ça appelle une réflexion, c'est que mai 68 a parfaitement réussi sur la question de l'autorité, détruire l'autorité, mais totalement échoué sur la question des mœurs et des libertés, puisque aujourd'hui on a exactement le contraire de tout ce qu'ils avaient essayé de faire. Voilà. Bon, en tout cas, je renvoie à cette chronique qui a paru dans Le Figaro hier, et c'est toujours un plaisir de vous écouter et de vous recevoir. C'est un avertissement aussi. Judith Godrèche, ça m'intéresse. Judith Godrèche va parler au César vendredi. Et Marie-Estelle Dupont, qui vient régulièrement nous voir, lorsque hier on a bavardé ensemble, je lui ai demandé, est-ce que vous pourriez me parler de ce qu'on appelle l'emprise, et de ce mot qui n'existait pas là encore. En fait, il y a des mots nouveaux qui sont arrivés, je ne sais pas s'il y a 10 ans ou 15 ans, dans le vocabulaire, ce mot l'emprise. Parce que j'entends aussi parfois certains dire, quand tu es amoureux, tu es toujours sous emprise. Forcément, c'est une domination, ou en tout cas une dépendance. Domination peut-être pas, mais dépendance de l'autre. Donc, quel est votre sentiment sur précisément cette affaire et comment vous pouvez mettre en fiche l'emprise? Mettre en fiche. Non, mais moi, je fiche pas personne. Mettre en fiche, vous avez compris ce que je veux dire, mettre en fiche. Non, donner une définition. D'abord, une définition. Je crois que les mots sont importants, Pascal. L'emprise, c'est le contraire de l'amour. L'emprise, c'est une secte à deux. Voilà. Il y a un gourou, il y a une victime, il ne faut pas inverser justement les places. Je crois que quand vous me parliez de Pygmalion, vous me disiez oui, mais parfois il y a un effet Pygmalion, vous réfléchissiez parce que vous aimez bien vous faire l'avocat du diable. Parce que c'était très chic le Pygmalion avant. Alors d'abord, Pygmalion, aujourd'hui, vous savez qui c'est? ça ne l'est plus. Vous savez qui c'est Pygmalion? Vous allez nous le C'est dire. un sculpteur chypriote qui décide de faire vœu de célibat parce que les femmes le déçoivent, et il va tomber amoureux d'une de ses statues. Donc il y a quand même une dimension de réification. Il est amoureux d'une de ses œuvres, donc c'est quelque chose de l'ordre du narcissisme, d'accord? Donc c'est quand même pas tout à fait pareil de tomber amoureux de son œuvre et de mettre une personne sous emprise. Mais la statue devient femme. Alors, oui, mais bien sûr, parce que ça symbolise le fait que... Bien sûr, c'est pas ordinaire. Ça symbolise le fait que l'investissement libidinal de l'artiste nourrit la vitalité de la personne avec qui il travaille. Mais c'est là que c'est très important de faire la différence entre l'emprise et une relation de transmission. C'est-à-dire que quand un adulte reçoit un jeune, que ce soit en tant que professeur, que ce soit en tant que metteur en scène, que ce soit même en tant que thérapeute, il y a quelque chose d'une émergence libidinale très forte, d'une passion qui peut se nouer. C'est-à-dire que l'adulte est fasciné par le potentiel de cet adolescent, il est stimulé intellectuellement par cette jeunesse, par cette vitalité, et le jeune se sent regardé, encouragé, reconnu, valorisé. Et c'est ça qui doit gratifier chacun. Le jeune d'être reconnu et encouragé et aidé, et l'adulte d'être utile et d'être inspirant. Point final. Et pourquoi il y a des situations d'emprise? Et encore une fois, on ne parle pas, je suis d'accord avec vous, Pascal, des histoires d'amour qui sont de véritables histoires d'amour sur lesquelles je ne suis pas un commissaire politique en psychologie, je n'ai pas mon avis à donner. Mais ce que dit très bien et très courageusement Judith Godrèche, c'est qu'elle n'était pas en capacité de donner un consentement ou pas. C'est-à-dire que les situations d'emprise, pour tous ceux qui l'ont vécu dans leur famille ou à l'extérieur, on sait très bien que dans l'emprise, il n'y a pas besoin de violence physique. On sait très bien qu'il n'y a pas besoin de verrou aux portes. Donc quand un adulte dit « mais enfin, elle n'était pas séquestrée, elle avait la clé de l'appartement », on voit bien le tour de passe-passe. On voit bien la manipulation. Quelqu'un qui est sous emprise, il n'y a pas besoin de le forcer. Il va devenir le meilleur avocat de la relation qui le détruit.
C'est-à-dire qu'un enfant carencé, qui n'a pas été regardé, qui a eu un père complètement narcissique et mégalo, qui n'était jamais là ou qui l'humiliait, mais elle est prête à tout pour un peu d'attention de quelqu'un qui lui fait croire qu'elle est quelque chose. Et moi, je remercie Judith Godrèche, parce que le problème pour nous, thérapeutes, c'est que quand on reçoit des gens qui ont vécu de l'emprise et qui essayent d'en sortir, l'entourage silencieux dit « va traiter ça chez le psy ». Sauf que si dans la société, il y a une inversion des places, comme disait M. Guénaud, qu'il y a une inversion entre la victime et le coupable, comme il y a dans le harcèlement scolaire, comme il y a dans 1000 situations, cette victime est retraumatisée. C'est-à-dire que son trauma est nié par la société. Donc dans l'emprise, il n'y a pas d'amour, il y a un coupable qui se nourrit de sa victime et qui fait croire à sa victime qu'elle a de la chance d'être sa victime. Ouais. Donc je remercie Mme Godrèche, je trouve qu'elle a un courage absolument exceptionnel et je trouve positif que dans le débat public, cette question de l'emprise qui est très complexe émerge. Mais votre démonstration est magnifique. C'est une confusion des langues, l'emprise. C'est-à-dire que l'adulte joue le langage de la sexualité, là où le jeune joue le langage de l'attachement dont il a éminemment besoin pour construire son identité, parce que c'est la période de tous les dangers, l'adolescence. L'adolescence, c'est vos premiers pas pour trouver une autre identité que celle de vos parents. Donc, vous avez besoin de support identificatoire, mais c'est à ce support identificatoire de se poser des limites. C'est pas l'adolescent qui se cherche qui va se les poser, les limites. Mais là, ce que vous décrivez, c'est la situation de départ. Mais qu'est-ce qui se passe au fil des années ? Est-ce que l'emprise, c'est quelque chose qui reste intact au fil du temps? Parce que Judith Godrèche, la relation commence très jeune. Ensuite, elle atteint la majorité sexuelle, ce qui déjà déplace un peu le problème, et elle atteint la majorité tout court. Est-ce que, arrivé à la majorité tout court, le problème de l'emprise, pour vous, est abordé de la même manière qu'au départ? Est-ce que vous pensez que si vous construisez une maison et que les fondations sont tordues, le haut de la maison va être droit? Je vous pose la question, est-ce que ça marche dans le domaine psychologique? Donc, à partir du moment où quelqu'un est effracté dans ses limites et dans sa construction de lui-même et dans son image de lui-même, à l'adolescence ou dans la petite enfance, la possibilité même pour lui de faire un pas de côté et de comprendre ce dont il a été victime est extrêmement long et extrêmement difficile. Mais même quand on a fait des études de psychologie, on met des années à comprendre ce qu'on a vécu enfant, puisqu'on n'a pas... Dominique Jamais ou André Valigny, Dominique Jamais. Je suis blanc, je suis mâle, je suis vieux, alors je me garderais bien de donner le moindre avis sur cette question, de peur de recevoir un courrier abondant et qui généralement n'est pas très sympathique. Non, mais vous souscrivez complètement à ce que vient de dire Marie-Estelle, j'espère. Ah, écoutez, je dois dire que je me suis posé une question, et je ne sais pas si vous avez la réponse, moi je ne l'ai pas. On a passé récemment, assez peu d'ailleurs, une vidéo datant de 2011, où Judith Godrèche, qui à ce moment-là était largement majeure, décrivait son rapport avec sa relation avec Benoît Jacot. On l'a passé, c'est une émission Thé ou Café de Catherine Sellac, effectivement, où elle parle et elle dit du bien alors que la relation est terminée. Plus que du bien, ça a été une révélation, il m'a ouvert la vie, j'ai découvert le cinéma, c'était magnifique. C'est pas tout à fait ça, il y a du sous-texte dans ce qu'elle dit, pardonnez-moi, justement. Non, mais enfin, il y a du sous-texte dans ce qu'elle dit. Vous avez raison, mais il y a du... Pour qui sait écouter, c'est très intéressant ce dont vous parlez, d'ailleurs on pourrait la réécouter, pour qui sait écouter, il y a une petite musique sous-jacente et tu comprends effectivement la souffrance qui a pu exister. Oui, mais c'est pas ce que vous dites. André Valigny. J'ai une question pour Marie-Estelle Dupont. Je n'ai rien dit encore. Oui, parce que je vous préserve. Je préfère que vous ne disiez pas des choses parce que je pense que le courrier serait abondant. Et comme je vous aime bien, j'ai pas envie de vous mettre dans un piège. Vous protégez contre moi-même. Je vous protège contre vous-même. Non, donc grâce à vous, je ne tombe pas dans le danger du patriarcat. Mais j'évite, grâce à mon silence, celui de la démagogie. Mais merci pour votre question. Arrêtez. Mais vous êtes vous l'avez dit très bien, vous êtes vieux, c'est tout, point. Monsieur, c'est fini. Ça change Mais non, mais vous avez vécu un autre monde. Merci pour votre question. Parce que votre question montre bien, et c'est normal, c'est quelque chose de complexe, l'emprise. Que le grand public, qui n'a pas subi lui-même de l'emprise, ou qui n'a pas compris qu'il en avait subi, ne comprend pas ce que c'est que l'emprise. C'est comme la secte. La victime devient le meilleur avocat de la relation qui l'a détruit. Oui. Cette phrase est très puissante. J'ai une question pour Marie-Estelle Dupont. L'emprise, la notion d'emprise, elle est assez facile à expliquer, vous l'avez très bien fait, entre une adolescente de 14 ans, Judith Godrèche, et un adulte de 40 ans. Je crois que c'est Benoît Jacot qui avait cet âge-là à ce moment-là. Est-ce que c'est aussi facile à démontrer et à expliquer entre deux adultes du même âge ? C'est le rôle des cabinets de thérapeutes, c'est d'analyser finement à quel moment il y a véritablement de l'emprise, à quel moment la personne victime est responsable du choix qu'elle a fait,
etc., etc. Mais oui, des mécanismes d'emprise avec de véritables... Maintenant, il faut faire attention à la banalisation du terme de pervers narcissique, parce que maintenant, Oui, le ça, pervers c'est vrai. narcissique, c'est juste l'ex qui vous a quitté et qui répond plus à vos messages. C'est quand même pas pareil. Donc, il y a des termes qui ont un sens, voilà. Et le terme de pervers narcissique, de manipulation et d'emprise, ça se caractérise par des choses extrêmement précises, et notamment la dévalorisation, la disqualification de l'image de l'autre, le sentiment d'être coupable, le sentiment finalement d'avoir de la chance que le bourreau s'intéresse à moi, ce qui explique ce que j'expliquais dans une émission du service public sur les femmes qui n'arrivent pas à se défaire d'un homme violent. Voilà, donc oui, mais ça se caractérise aussi entre deux adultes, et même entre deux enfants. Je vous renvoie à un film, Une étrange affaire, avec Michel Piccoli et Gérard Lanvin, qui raconte effectivement une emprise. Il y avait également Une affaire de goût, qui était un film... Une emprise entre deux hommes, là, du coup. Oui, Il y bien avait sûr. Jean-François Belmer aussi dans ce film. Jean-François Belmer, qui est absolument formidable. C'est une emprise de Michel Piccoli sur son employé, en l'occurrence Gérard Lanvin, et qui fait exploser le couple qu'il forme avec Nathalie Baye. C'est un film de Granier de Fer absolument formidable. Absolument formidable. Oui. Il y a une autre affaire, un film qui s'appelait Une affaire de goût, également. Ah, je ne connais pas ça, je crois pas. C'était un jeune comédien à l'époque qui s'appelait Lioré, avec Bernard Giraudot, et le film était de Bernard Rapp. Et pareil, c'était une manip d'un patron sur son employé. Bon, ça s'appelle une emprise. Vraiment, un merci. viol psychique, en fait. Merci. On va parler de la ménopause avec le docteur Mouly, et très souvent nous parlons de ce thème. Ne souffrez plus en silence, parce que c'est un thème qui passionne. Je vais remercier évidemment Henri Guénaud, sauf si vous voulez dire un dernier mot. C'est vraiment un plaisir souvent de vous avoir, toujours de vous avoir. La vie politique, elle est finie. À chaque fois, je vous pose cette question. Non, La vie n'est pas finie, donc on verra. Et pourquoi vous ne vous présentez pas à la présidence de la République? Parce qu'il ne suffit pas d'être tout seul et d'avoir envie pour que ça ait un sens. Ah bah alors vous n'êtes pas gaulliste. Ah bah si, parce qu'il n'était pas tout seul. Hein. Ah bah en 40, il est tout seul. Ah, ouais. Non, mais il n'était pas candidat à la présidence de la République. Oui, bah c'est pareil. Il sauve la France. Pas été élu. Il sauve la France. Oui, mais il sauve la France. Il n'aurait pas été élu. Le parallèle est un peu audacieux. Mais attendez, mais quand il décide de revenir pour être et de se présenter ensuite en 62, en 65 à la présidence de la République, puisque au début c'était des notables. Là, il n'est pas tout seul. Il a derrière lui les bataillons, le mythe. Voilà. Oui, j'ai pas fait le 18 juin, voilà. Mais ce qui est fou quand on y pense d'ailleurs, cette affaire, souvent on y pense tous, c'est comme les compagnons de la Libération. Cette affaire est folle. Cet homme, il part à Londres le 17 juin, tout seul, et qui fait cet appel, dans toute l'histoire de l'humanité, c'est peut-être une des choses les plus sidérantes. Il est tout seul, tout seul. Ben, comme vous peut-être. Oui, mais le pays n'est pas envahi. Ça dépend. Voilà. Ça dépend, monsieur Guénaud, vraiment. Ça dépend de Vous savez bien quel territoire on parle. Vous savez bien ce que disait De Gaulle lui-même. Oui. Un homme et les circonstances. Voilà. Oui, vous avez raison. Absolument. Vous avez raison. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Henri Merci de Guénaud. votre C'est toujours un plaisir. Et nous revenons dans quelques minutes. Souffrez plus en silence. Ménopause. Michel Mouly, vous êtes déjà venu 2-3 fois pour parler de ce sujet qui est absolument passionnant, et vous recommandez évidemment un traitement hormonal qui n'est pas toujours à la mode en France depuis des années. Vous nous direz pourquoi. Somaya Labidi nous rappelle les titres. Il démine le terrain avant le salon de l'agriculture. La souveraineté agricole est notre cap, vient de rappeler Gabriel Attal. 62 engagements ont été pris, jamais autant d'avancées en si peu de temps, a-t-il déclaré. Hackés depuis un mois, ils reprennent enfin le large. Les pêcheurs du golfe de Gascogne peuvent à nouveau pêcher. Ils étaient sous le coup d'une interdiction destinée à protéger les dauphins, souvent piégés dans leur filet. Et puis il se voit en Navalny. Après sa condamnation à une lourde amende pour fraude, Donald Trump n'a pas hésité à comparer son sort à celui de l'opposant russe. C'est une forme de navalisme, c'est une forme de communisme ou de fascisme, a-t-il martelé. On va parler évidemment du reste de l'actualité, des agriculteurs, de Jordan Bardella, bien évidemment, de Valérie Bonneton, qui est une actrice connue et qui n'aime pas le Nord. Donc elle a dit qu'elle a vécu dans le Nord, mais qu'elle... Ouais, bravo. Ah oui, là, l'ennui mortel, né dans le Nord, n'y reviendrait pour rien au monde, franchement. Oui, si c'est pour dire ça qu'elle se taise. Les gens sont merveilleux, mais après, c'est triste, le Nord, quoi. Franchement, on est dans un drôle de monde. Après, je n'avais pas du tout envie de rester dans le Nord, c'est sûr, parce qu'il n'y a rien là-bas. C'est triste, c'est sympa pour les Lillois, pour les Lensois.
Pour rien au monde, il ne faut pas qu'ils aillent voir ces livres, hein. Ces films, je veux dire. Pour rien au monde, j'y retournerai vivre, ça c'est sûr, je suis une ch'ti, mais Paris c'est autre chose. Bon, ça dépend de quel Paris. Ah oui, je suis d'accord. C'est Galabru dans le film. Oui, c'est le Nord. Le Nord. Le Nord. Bon, mais le Nord, c'est ça. Alors, donc on a plein d'actu à parler, mais juste un mot, parce que la ménopause, Monsieur Mouly, d'abord vous êtes... Docteur Mouly. Docteur Mouly. Vous êtes multiple parce que vous êtes... Votre spécialité d'origine, c'est quoi? Alors, ma spécialité d'origine, c'est gynécologue, chirurgien et cancérologue. Voilà, vous faites trois choses. J'ai fait un très très long cursus hospitalier et avec la chance d'avoir eu des maîtres qui m'ont transmis la transmission. Et vous êtes toujours cancérologue? Toujours. Donc vous soignez toujours des gens qui ont un cancer? Toujours. Bon. Mais la ménopause, ça ne concerne pas que les femmes, dites-vous. Pourquoi? Je considère que, bien sûr, la ménopause, c'est un problème de femmes. Nous, les hommes, nous avons l'andropause qui viendra plus tardivement. Mais par ricochet, les hommes sont concernés. Parce que la vie en couple... Alors j'ai dit les hommes, mais la vie de couple, elle peut être aussi une vie de couple avec une compagne. Parce que moi, j'ai de plus en plus de couples, on va dire, femme-femme. Et il est important que cette résonance, c'est-à-dire que cette ménopause, elle a un effet sur l'homme qui, lui, ne comprend pas. Il n'est pas informé. Et quand il voit sa femme à la période de la préménopause et de la ménopause, il dit « Mais qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi est-elle comme ça? Je ne sais pas ce qui lui arrive. » Et heureusement, avec les messages dont vous véhiculez, on a de plus en plus d'hommes qui se réveillent et qui viennent, par exemple, me contacter en disant « Docteur, faites quelque chose. » Mais toutes les femmes, quand même, ne sont pas soumises à un changement d'humeur au moment de la ménopause. 100% des femmes seront ménopausées. Oui. Mais les conséquences, là, vous dites, les hommes disent « je ne reconnais plus ma femme », c'est ça que vous dites. Je suis tout à fait d'accord. Attention, une femme qui est ménopausée ne va pas avoir tous les symptômes de la ménopause. Et Dieu sait, on en a plus ou moins répertorié au moins 34. Et il faut savoir que 10... Le principal Les principaux? Les principaux, bien sûr, ça sera les bouffées de chaleur. Vous voyez la femme malheureusement avec son éventail, ou parfois les suées nocturnes, ou la prise de poids, qui est un facteur, effectivement, la baisse de la libido. Vous avez les douleurs musculaires et articulaires, enfin, tout ce panel de symptômes qui vont intervenir dans la vie de la femme et qui vont l'handicaper. Quand une femme n'est pas traitée, à 56, 57 ans, moi je les vois depuis plus de 30 ans, elles sont lessivées, elles sont fatiguées. Et qu'est-ce qu'on fait pour elles ? Alors, on parlera des hormones, bien évidemment. Mais l'actualité, je voulais... Parce qu'effectivement, Gabriel Attal a parlé tout à l'heure. Et au-delà de cela, il avait parlé hier du Rassemblement national. Et on comprend que la campagne européenne a commencé avec ce qu'a dit M. Attal lorsqu'il a visé le Rassemblement national. Qu'a-t-il dit? Si le RN veut transformer les champs en un terrain politique, alors je suis prêt à un débat sur l'agriculture avec Marine Le Pen. Il a également dit que le Rassemblement national utilisait, je crois qu'on va voir cela, les électeurs. Comme pour le RN, les agriculteurs sont de la chair à canon électorale. Voilà la phrase que je cherchais. Ils montent sur des tracteurs et formulent beaucoup de propos d'estrade, mais derrière, on ne retrouve ni bilan ni cohérence. Et on voit bien effectivement que là, on est avec un homme politique. La campagne a commencé. Les européennes vont être intéressantes. Il est présenté comme l'arme anti-Barthélemy, Gabriel Attal, et il monte au créneau. Vous êtes sûr que ce sont les européennes qui ont commencé, pas la présidentielle ? Ils demandent à débattre avec Marine Le Pen, qui le renvoie dans les cordes en disant « non, votre niveau, c'est Bardella ». Gabriel Attal, il dit « moi, je veux déjà un débat présidentiel ». Donc, à mon avis, il joue un peu un double jeu, notre Premier ministre. Il est en train de se placer pour 2027. Je trouve qu'il devrait plutôt s'intéresser de près à ce qui se passe avec les agriculteurs, parce qu'eux, ils ne veulent pas prendre des vessies comme des lanternes. Ils ont prévenu encore qu'ils voulaient des actes, ils voulaient des résultats, et que s'ils ne les obtenaient pas, ça allait barder. Le salon de l'agriculture approche. Je crois qu'au lieu de se placer pour 2027, il devrait se concentrer sur le dossier. Écoutons une intervention ce matin de Gabriel Attal, qui s'est exprimé et qui a annoncé les mesures pour les agriculteurs. Depuis 3 semaines, avec mon gouvernement, nous n'avons pas cessé d'agir pour être à la hauteur de cette confiance avec un mot d'ordre. Nous ne mentirons pas, nous ne trahirons pas, nous serons au rendez-vous de ces responsabilités.
Bon, c'est vrai que manifestement le son est un peu caverneux. Marine Le Pen lui a répondu d'ailleurs, le Premier ministre cherche à brûler les étapes, mais en pleine campagne européenne, l'arme anti-Bardella devrait surtout accepter le débat que lui a proposé notre tête de liste et président du Rassemblement national. Puisqu'on parle de Jordan Bardella, il y a eu une petite polémique, puisque Jordan Bardella a reçu la médaille des CRS. Le président du Rassemblement national était hier à Saint-Laurent-du-Var, dans les Alpes-Maritimes. L'usage dans ces cas-là, puisque un député peut aller voir une compagnie de CRS, c'est de recevoir une médaille qui n'est pas une médaille officielle. J'ai envie de dire, c'est une médaille en chocolat. C'est la médaille simplement de la compagnie. Le préfet d'ailleurs avait donné son autorisation et Gérald Darmanin a fait savoir qu'il a rappelé strictement au préfet les règles qui valent pour tout parlementaire. Les parlementaires peuvent visiter les lieux de privation de liberté comme la loi l'autorise, mais sans presse et sans communication. Ce n'était pas le cas ici, a fait dire Gérald Darmanin. C'est pour cela qu'un rapport a été demandé au préfet. Et Sandrine Rousseau, quand un policier remet une médaille à un élu RN, mesure-t-on bien la portée politique de ce geste en République? Je trouve que ces polémiques sont picrocolines. Non, mais je pense que c'est pas avec ce genre de polémique qu'on bat efficacement le Front National, le Rassemblement National. Il faut le combattre argument contre argument. Vous êtes toujours sur cette ligne-là ? Moi, je suis toujours sur la ligne de la crédibilité. Non, mais de combattre le Rassemblement National, vous trouvez que c'est un ennemi ? Il faut le combattre sur le plan des idées, oui. C'est un adversaire politique. Il y a la gauche, il y a la droite, il y a la droite extrême, il y a la droite ultra, il y a l'extrême gauche. Le combat politique, c'est fait justement d'adversaires qu'il faut combattre. Mais multiplier les polémiques comme celle-ci ne sert à rien, sinon à renforcer encore le Rassemblement national. Cela dit, je pense que la presse n'était pas autorisée parce que l'image que l'on voit est une image prise sur un portable par quelqu'un qui devait accompagner Bardella. Donc, oui, c'est pas la presse, ça. C'est pas la presse, ça. Mais il n'y avait pas de communication. Théoriquement, c'est ce que dit le ministre, il ne doit pas avoir de communication. Exactement. Non, il y a quand même une question qui se pose et que tout le monde se pose à l'heure actuelle, parce que la réponse, elle varie suivant les jours. Est-ce que le Rassemblement national est un parti légal qui joue le jeu républicain, qui a 88 députés et qui doit être admis à débattre et au débat comme les autres partis? Ou est-ce que c'est un parti factieux, fasciste, qui menace la démocratie et à ce moment-là on ne comprend pas qu'il soit permis? On aimerait avoir la réponse et c'est d'autant. Mais on l'a la réponse. Non, la réponse, le public non, on ne l'a pas, puisque le lundi, le président invite Bardella à Saint-Denis et dit j'ai plaisir à causer avec lui, c'est un bon interlocuteur. Puis le mardi, il dit alors surtout barrage étanche avec le Front National. Il n'est pas dans l'arc républicain. Ce qui ne veut rien dire. L'arc républicain, quant à Gabriel Attal, tantôt il suit le président, l'histoire de la médaille des CRS, c'est vraiment une petite histoire. Tantôt il dit moi je vais absolument débattre avec ce parti, avec les représentants de ce parti, qui est un parti factieux. On ne comprend plus. Tout le monde a son opinion là-dessus. là-dessus. Mais l'arc républicain, ça veut dire quelque chose. Moi, je considère que la France insoumise est sortie de l'arc républicain. Oui, mais quand vous êtes... Pourquoi vous dites la République? L'arc républicain, c'est la République. Oui, dites la République. Je dis la République si vous voulez. Même je dis tout ce que vous voulez, ce sera plus simple. Ça va aller, voilà. Non, mais je prépare mon livre sur l'emprise et la maltraitance de Pascal. Préfacé par Marie-Estelle Dupont. Qui est sans cesse alimenté semaine après semaine. Non, mais c'est un mot pour... vous voyez, c'est des mots valises qui ne veulent rien dire. Quand un parti est le détaillant des grossistes islamo-gauchistes, c'est-à-dire essaye d'importer vraiment une idéologie qui nous est complètement étrangère, j'estime qu'ils ne font plus partie de la République ou l'arc républicain ou ce que vous voulez. Donc, ça existe. Cette notion existe. Après, Dominique Jamais, vous avez répondu à la question. Pour le président de la République, les jours pairs, le RN est un interlocuteur. Les jours impairs, il ne l'est pas parce qu'il ne fait pas partie de la République. Le président Macron a du mal quelquefois à se comprendre lui-même. Exactement. J'ai vu une distinction subtile de Loïc Signor, qui était journaliste, je crois, qui est maintenant porte-parole de Renaissance. Il différencie l'arc républicain, ceux qui partagent les valeurs de la République, du champ républicain, ceux qui sont élus au suffrage universel, qui sont dans l'Assemblée nationale. Oui, c'est un peu subtil. C'est des éléments de langage. Ils sont en réunion où ils cherchent ça pour trouver... Mais arrêtez, l'arc républicain, c'est la République. Le vote. Voilà, il y a ceux qui sont dans la République, ceux qui sont hors de la République, ceux qui croient aux valeurs de la République, ceux qui ne croient pas aux valeurs de la République. Je rappelle que dans les années 70, vous comme moi, personne ne m'a jamais parlé des valeurs de la République quand j'étais à l'école. Personne, ni du mot laïcité, ni de vivre ensemble. Mais évidemment. Non, c'est parce que... Ni de vivre ensemble. Et personne, le meilleur exemple, c'est que personne ne faisait le reproche à Michel Platini de ne pas chanter la Marseillaise, qu'il ne chantait pas, parce que personne n'imaginait qu'il n'aime pas la France. Donc tout le monde s'en fichait. Non, mais alors, on est d'accord.
C'est-à-dire que les joueurs, dans les années 70, ne chantaient pas tous la Marseillaise, mais tout le monde s'en fichait. Parce que personne n'aurait dit à Michel Platini, vous n'aimez pas la France. C'est un exemple qui montre combien la société, hélas, a changé. Oui, Michel Platini, dont le père était italien d'ailleurs. Mais bien sûr, mais quand il est arrivé... Intégration parfaitement réussie. Il s'appelait Aldo, son père. Oui. Et quelle est la première chose qu'il a fait? Il l'a appelé Michele? Non, Michel. Non, il l'a appelé Michel. Exact. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Donc C'est après, on peut parler pendant des heures. Hein. Et effectivement, les Italiens de cette époque, qu'est-ce qu'ils disaient? Vous qui êtes sans doute d'origine italienne. Les parents disaient quoi? Tu ne parles pas italien. Bien sûr. Enfin, il y a oui, des mais on contre-exemples. Il y a a Nino instauré, Ventura. pardonnez-moi, Pascal Praud, le droit à la différence dans les années 80, avec l'idéologie SOS Racisme, entre autres, supposait combattre toutes les discriminations. Je rappelle encore qu'à l'époque, il n'y avait pas de discrimination d'État. Il n'y avait pas des lois d'apartheid qui avaient été votées en France pour discriminer les Français issus de l'immigration et les autres. Il y a des lois d'apartheid? Non, il n'y en avait pas précisément. Donc moi, je réfute. Et aujourd'hui, il n'y en a pas non plus. Et aujourd'hui, il n'y en a pas non plus. C'est la raison pour laquelle je réfute cette idéologie qui s'est instillée dans le discours politique, qui a tendu malheureusement à diviser la société en assignant certains parce qu'ils étaient d'origine ou parce qu'ils étaient de confession. Donc moi, je suis, comme disait Monsieur Valigny, pour l'universalisme républicain, c'est-à-dire que la contingence citoyenne est au-dessus de la religiosité ou de l'ethnicité, mais ça, c'est pas le problème. Je reviens à ce que disait Éric Nolot et au sujet notamment de l'extrême droite qui fait tant peur à Emmanuel Macron. La radicalité, en réalité, dans le discours politique, elle s'exprime aujourd'hui chez LFI. C'est-à-dire que ceux qui soutiennent les violences, ou en tout cas qui les cautionnent comme étant des violences policières, ceux qui nous parlent de racisme systémique en permanence, ceux qui nous parlent de racisme et d'assignation identitaire à communautés religieuses, ceux qui soutiennent le Hamas, ils sont plutôt à l'extrême gauche. La radicalité dans ce pays, elle s'exprime plutôt chez LFI qu'auprès du Rassemblement national. Maintenant, il y a un chiffre très intéressant que donne Jérôme Fourquet dans son ouvrage « La France d'après ». Jean-Marie Le Pen avait 20 millions de voix d'avance en 2002. Il en a 11 millions en 2017. Marine Le Pen, pardon, en a 11 millions en 2017. Et en 2022, elle n'en a que 5,5 millions. De retard. De retard, absolument. Donc c'est l'inquiétude politique d'Emmanuel Macron, elle est là. Au niveau du plébiscite populaire. Un mot sur les agriculteurs et ce qui se passe avant le salon qui sera inauguré ce week-end avec la possibilité, est-ce qu'Emmanuel Macron sera présent? Oui, sans doute. Mais est-ce qu'il y aura des manifestations contre lui? Mystère et boule de gomme. Voyez le sujet de Adrien Spiteri parce que ça se tend, et notamment à Guingamp, mais ça s'est étendu également à Marseille. Une remorque pleine de déchets, déversée au milieu de ce rond-point. Aux portes de Guingamp, le feu de la colère a été rallumé hier. Des dizaines d'agriculteurs se sont rassemblés pour maintenir la pression sur le gouvernement. On est à bout, on en a ras-le-bol. Aujourd'hui, les annonces, c'est bien beau, on veut les voir chez nous. On a beau dire, ah oui, on va faire ci, on va faire ça, mais ça s'arrête là. Les promesses aujourd'hui n'engagent que ceux qui les écoutent. À plus d'une centaine de kilomètres de là, autour de Castel-Sarrazin, l'autoroute A62 est une nouvelle fois bloquée. Dans le Pas-de-Calais, des opérations dans les supermarchés ont été menées pour vérifier les lieux de production des produits alimentaires. Des agriculteurs qui peuvent compter sur le soutien des clients. Je comprends. Ils ont raison de faire ça. Tout ce que je peux prendre français, je le prends. Certains professionnels ont collé des étiquettes sur les produits importés, comme un symbole à quelques jours du salon de l'agriculture, qui met à l'honneur les produits du terroir. Manger français, d'ailleurs, c'est une des demandes de Gabriel Attal, notamment dans les cantines. C'est un effort qui sera fait, a-t-il annoncé ce matin. Je vous propose d'écouter M. Arnaud Rousseau, que vous connaissez, qui est le président de la FNSEA, et qui parle de la présence d'Emmanuel Macron samedi au Salon de l'Agriculture. On lui a dit qu'une fois que le boulot est fait, il déambule dans les allées, il est président de la République, voilà. Mais je pense que l'intérêt de ce moment, c'est aussi qu'il prenne la dimension du niveau des attentes qui est très élevé. Voilà. Après, s'il ne veut pas prendre en compte, s'il veut faire comme d'habitude, voilà, il prendra ses responsabilités. Nous, on a toujours dit qu'on prendrait les nôtres. Mais nous, on lui a dit que là, ça ne pouvait pas se passer comme ça. Bon, ça peut être tendu. Les gouvernants de ce pays, dans la mesure où les agriculteurs ne représentent plus que 3-4% des actifs, s'étaient dit progressivement,
qu'on pouvait les ignorer, qu'on pouvait passer outre leurs désirs, qu'on pouvait les laisser dans leur coin, etc. Et ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on découvre deux choses, trois choses même. La première, c'est l'état réel, la situation des agriculteurs. La deuxième, c'est leur unanimité. Et puis la troisième, c'est que le pays les soutient. Et c'est ça qui fait qu'à l'heure actuelle, le gouvernement a tendance à être inquiet, à être complaisant. Et effectivement, pour une fois, il est sommé de tenir les promesses qu'il fait. Leur unanimité, moi j'ai des réserves là-dessus. Parce oui, que oui, entre la Confédération paysanne, la coordination rurale et la FNSEA, vous avez tout à fait raison. La même chose. Vous avez tout à fait raison. Et pour cause, leur unanimité sur la situation où ils sont. Et pour cause, parce qu'on a vu des témoignages magnifiques de gens qui demandent qu'une seule chose, laissez-nous faire notre travail, des personnalités engagées, des personnalités, une forme d'intégrité, vraiment qui ont touché, je crois, le public, parce que ce sont des gens magnifiques et qui aiment leur travail et qui défendent l'écologie et la ruralité bien plus que ceux qui sont à Paris dans leur appartement. Bon, la ménopause, ça m'intéresse. Prévenir ou guérir ? Ça m'intéresse. Il n'y a aucune prévention, dites-vous. Pire, on agit après coup. C'est-à-dire trop tard, une fois les symptômes déclarés. C'est-à-dire que, à quel âge une femme, selon vous, doit imaginer qu'elle sera petite ménopausée, c'est 51 ans en moyenne ? 51 ans, entre 45 et 55 ans. Donc avant, il y a un traitement préventif à mettre en place ? Alors tout d'abord, ça va commencer bien sûr par de l'information, parce que si vous lisez bien mon livre, je parle que même pendant la vie d'une femme, c'est-à-dire dans la période des 1000 jours, c'est-à-dire quand elle a son bébé, et dans les 2 premières années, on va influer sur l'avenir 30 ou 40 ans après. Donc, premièrement, une information. On devrait normalement pouvoir donner aux femmes, et je dirais même aux couples, la possibilité d'avoir une consultation à 40 ans pour dire ce qui va se passer pendant les 40 années qui vont suivre cette ménopause. Et j'étais très content à l'époque où, je crois que c'est en 2017, on avait fait un ministère de la Santé et de la Prévention. Ah, j'étais très content. Parce que tout passe par la prévention. En cancérologie, ça passe par la prévention. Donc l'information. Et si on pouvait agir au moins à ce moment-là, on éviterait d'avoir un gaspillage économique, un gaspillage social, et puis on s'occuperait enfin des femmes. Bon, donc à partir de quel âge elles doivent venir vous voir ? C'était ma question. L'âge de la ménopause, c'est 51. On n'attend pas d'être ménopausé. Mais il y a traitement avant ? C'est ça aussi ma question. Est-ce qu'on prend des choses avant ? Moi, je pose toujours des questions très claires. Pour tout. Oui, mais il n'y a pas de traitement spécifique. Alors, il y a la possibilité... Il n'y a pas d'hormones, par exemple, avant 51 ans. On peut, avant la ménopause, qu'on appelle la périménopause, commencer à prendre un traitement hormonal. Les dernières études, et ça avait été déjà démontré il y a très longtemps, ça montre que quand on commence un traitement hormonal de la ménopause précocement, c'est-à-dire avant que la femme soit ménopausée, on va réduire la survenue de la maladie d'Alzheimer. Donc on est bien, on est positif. On va vers quelque chose qui va permettre de prendre en charge ce qui touche plus 60% L'impact psychologique, les signes psychiques sont également très importants à prendre en compte. Saute d'humeur, angoisse, anxiété, dépression, brouillard cérébral. Dans mon premier livre, je vous racontais l'histoire de Karine qui, alors que j'étais encore un tout jeune médecin, avait bouleversé ma pratique. Je l'avais invitée à prendre un THM. Il faut expliquer ce qu'est un THM. Traitement hormonal de la ménopause, et je dirais à la française. Bon, pour traiter les sautes d'humeur qui lui gâchaient la vie, et ce fut une réussite. Il y a des statistiques, par exemple, sur ces sautes d'humeur. Est-ce que c'est une femme sur 2, une femme sur 3 Alors, en préménopause, c'est à peu près 15 à 30% des femmes qui ont ces sauts d'humeur. On appelle ça the brain fog, le brouillard cérébral, et qui va augmenter avec le temps, puisque la carence en œstrogène, l'absence d'œstrogène, cette hormone de la femme, nous on a la testostérone, les femmes ont les œstrogènes, vont entraîner au niveau du cerveau des connexions, vont entraîner une baisse de certaines hormones, neurotransmetteurs, notamment la sérotonine, la dopamine, et puis on va avoir ce qu'on appelle une absence de protection du cerveau. On appelle ça la neuroprotection. Donc l'œstrogène, c'est vraiment ce qu'on a appelé à une époque l'hormone de jouvence, l'hormone de la femme. C'est l'hormone qui va... D'ailleurs, l'OMS, en 1980, recommander le traitement hormonal de la ménopause. Bon, j'imagine que vous avez dans votre cabinet des jeunes femmes, des femmes qui viennent dans cette période peut-être particulière et qui témoignent d'une difficulté de traverser cette séquence ? Oui, la préménopause, bien sûr, la préménopause, elle surprend. Vers 46 ans, les femmes disent que elles ont l'impression d'être bipolaires parfois, que tout change, que la libido change, mais en général, vous savez, le corps exprime aussi des maux de l'âme.
Et donc, très généralement, cette tempête hormonale, elle va être le support pour exprimer d'autres choses en psychothérapie, des difficultés conjugales qui sont accentuées par les aléas de la libido, etc. Donc moi, je crois vraiment que l'approche, elle doit être holistique. En fait, on doit s'occuper du corps, mais on doit s'occuper aussi de l'esprit qui habite ce corps, parce que les interactions, elles sont bidirectionnelles. C'est ce que j'expliquais dans mon premier livre. Mon premier livre, c'était une bouée à la mer que je lançais aux femmes ménopausées qui allaient le devenir ou celles qui le feraient plus tard. Et dans ce deuxième livre, je parle de ce qu'on appelle la synergie positive. Et Estelle est là. Effectivement, moi je pense que la prise en charge, la méditation, l'alimentation, une prise en charge tout à fait globale et holistique va permettre à la femme d'avoir une. Non, mais en fait, ce qui est très important quand vous parlez de la prévention, c'est nous, à titre individuel, en fait, la manière dont on sera femme à 50 ans, elle se décide entre 25 et 40 ans. Si on fait du sport, qu'on mange bien, qu'on mange du bon gras, qu'on mange pas de sucre, etc., on aborde avec une plus jolie silhouette. On aborde avec plus de sérénité aussi ça. Et puis je pense que ce qui est important de dire, c'est qu'il ne faut pas paniquer les femmes. Il y a une période qui est difficile, mais en réalité, moi, j'entends plein de femmes qui me disent « Ah, ça y est, c'est passé. Non. La tempête de la ménopause est passée. » Ah bah moi, j'en ai dans mon cabinet qui me disent « Je me suis retrouvée dans ma sexualité autrement. » Alors, je veux dire c'est important de le dire quand même, parce qu'il ne faut pas condamner les femmes à l'échafaud de la ménopause. Il y a un problème, c'est qu'on a donné comme dialectique le mot ménopause et post-ménopause. On a l'impression que les femmes, elles sont ménopausées, elles rentrent dans un sas et elles en sortent. Et on leur dit, ça y est, c'est la post-ménopause. Mais la post-ménopause... Non, mais c'est un équilibre. Non, il n'y a pas de post-ménopause. Vous serez toujours privé de votre œstrogène. Et donc, les phénomènes qui vont apparaître, l'ostéoporose, la maladie cardiovasculaire, les troubles cérébraux, la sécheresse du vagin, comment vous allez... Quand vous avez une fleur que vous arrosez, le jour où vous cessez de l'arroser, qu'est-ce qui se passe? Bon, est-ce qu'il y a des contre-indications? Est-ce qu'il y a des contre-indications? C'est important de le dire. Bon, donc vous recommandez le traitement hormonal. En France, il n'a pas toujours été... Alors, les Américains, en 2022, ont recommandé le traitement hormonal à la française le plus tôt possible et sans limite de durée. On ouvre même maintenant la possibilité de le donner aux femmes qui ont eu un cancer du sein de très bons pronostics. On a donc toutes ces avancées et tous les éléments positifs. Alors, bien sûr, il y a des contre-indications. Voilà, c'est ça qui est important pour ceux, je pense, à celles qui nous écoutent. Alors, on a défini ce qu'on appelle la fenêtre d'intervention, c'est-à-dire le moment où on devait commencer un traitement. C'est-à-dire entre les 10 ans qui suivent le début de la ménopause ou 60 ans. Mais, et c'est là où on diminue tous les... Contre-indications, soyez précis. Hypertension artérielle, saignements vaginaux d'origine indéterminée... C'est ce que je lis, hein. Oui. Hypersensibilité connue aux produits prescrits, antécédent d'un cancer du sein. Alors, l'antécédent du cancer du sein, dans mon livre, je ne l'ai plus mis en premier, je l'ai mis en second dernier. Pourquoi? Parce que maintenant, on évolue. On est en train de changer de paradigme. On est en train de se dire que les 60% de femmes qui ont 50 ans et qui ont eu un cancer du sein de bon pronostic, parce que heureusement, il y a des cancers du sein de bon pronostic où on peut parler de guérison. Qu'est-ce qu'on fait? Une femme sur 3 va mourir d'une maladie cardiovasculaire, 1 sur 26 d'un cancer du sein. Elle va avoir 1 sur 3 va faire de l'ostéoporose. Mais on va prévenir tout ça. C'est pour ça qu'Estelle, je vous dis, effectivement, il y a des choses à faire. Mais ça ne s'arrête pas. Dernière chose, tout ça est remboursé par la Sécurité sociale. Heureusement. Donc ça, c'est important aussi de le dire. Et j'aimerais bien que... Tous les traitements hormonaux sont remboursés par la Sécurité sociale. Tous les traitements hormonaux. C'est plutôt cher, un traitement hormonal? Ça ne coûte pas grand-chose. Et c'est pour ça que... C'est-à-dire que c'est quotidien? Alors, c'est normalement, en tant que cancérologue, on essaye de le faire du 1er au 25e jour du mois pour permettre au corps d'éliminer ce qu'on appelle les cellules mortes. Vous allez peut-être entendre un mot qui s'appelle apoptose. C'est la mort cellulaire. Vous avez des sortes de camions qui viennent enlever les cellules mortes pour qu'on évite ça. Mais tous les jours? Tous les jours de toute la vie? De toute la vie, puisque tous les jours de toute la vie. Post-ménopause. Non, mais je pose dire pourquoi vous souriez? Parce que vous parlez comme les petits-enfants. De toute la vie, oui, mais je sais, mais on a tous quelque chose en nous d'enfant de toute la vie. Mais non, mais je suis obsédé par le téléspectateur, de dire est-ce qu'il comprend tout ce qu'on dit. Pascal, j'aurais aimé, on est en période européenne, vous avez vu que j'ai bougé un petit peu, j'aimerais bien qu'on fasse une task force ménopause au niveau de l'Europe. Parce que l'Europe, c'est le berceau de l'hormonologie et notamment pour la femme. Et
Je n'ai pas de réponse. J'en ai Dernière chose, parce que sur la libido, j'entends tout et son contraire. J'entends parfois que la libido des femmes est beaucoup plus tardive que celle des hommes et que précisément la pointe de la libido serait plutôt passée 40 ans ou 45 ans, alors que celle des hommes est peut-être davantage dans une jeunesse. Est-ce vrai tout cela, ou est-ce que tout simplement, c'est en fonction des uns et des autres et tout le monde n'a pas la même libido et tout le monde est inégal devant sa sensualité. Il y a des gens qui, ça les intéresse beaucoup, d'autres gens, ça les intéresse moins. Alors, hormonalement, les hommes... C'est la courbe de Gauss. Hormonalement, les hommes et les femmes ne sont pas faits de la même manière et on a ce qu'on appelle une obsolescence hormonale programmée. Pour l'homme, un homme sur 2 à 70 ans aura une andropause. La femme, c'est 100%. À 50 ans. Et donc, ce phénomène hormonal qui va agir sur tout le corps, il faut savoir que... Mais je vous ai parlé de la libido, répondez. Oui, mais je suis en train de vous expliquer qu'une femme qui a mal, une femme qui a une dépression, une femme qui a le vagin malheureusement qui est sec, tous ces éléments-là vont faire qu'il déprime. Elle ne va pas avoir envie. D'accord. Et l'homme, par une contre, femme lui... sous psychotrope, et une femme qui a l'endométriose, et une femme qui a des règles. Pourquoi vous souriez sur ma question? Vous sembliez sourire. Non, pas du tout. C'était la courbe de Gauss et la libido. Je trouvais très intéressant votre proposition statistique. La courbe de Gauss, je le dis, la courbe de Gauss, vous savez ce que c'est que la courbe de Gauss? La courbe de Gauss, c'est une courbe qui est, en fait, qui serait adaptable à tous les sujets du monde. Le foot, la sexualité, le chocolat, n'importe quoi. Donc, c'est une courbe qui est en cloche, avec il y a des gens qui aiment un peu, beaucoup, à la folie, etc. Et tous, nous sommes soumis à la courbe de Gauss. C'est quelque chose de très célèbre, la courbe de Gauss. Vous n'avez jamais entendu parler de ça? On utilise la courbe de Gauss, par exemple, pour étalonner le QI. C'est-à-dire qu'on part du principe que 100 est au milieu et au sommet de la courbe de Gauss, et que les 0,05% des extrêmes sont les gens les plus intelligents, les moins intelligents, en termes de quotient intellectuel, et qui sont donc aux extrêmes et donc très minoritaires. Et c'est une courbe... Et la courbe de Gauss, bien sûr. C'est écrit comment, Gauss? On dirait un GAU2SE. La courbe de Gauss, elle ressemble au serpent qui a mangé un... Mais tout le monde... alors là, vous me surprenez, parce que c'est... Et par exemple, sur la sensualité, tout le monde peut le constater. Il y a des gens qui ont une sensualité très puissante, peut-être. Mais la libido, elle s'adapte aussi. C'est-à-dire que quand vous êtes en couple, plus vous faites l'amour, plus vous avez envie de faire l'amour. Et puis dans les périodes où vous n'avez pas l'occasion de faire l'amour, vous avez aussi moins de libido. Ça joue aussi. Ah, mais dans tous les domaines. Le plus et le moins, il marche. Plus tu nages, plus tu manges de chocolat, plus tu manges de chocolat, moins tu fumes, moins tu fumes, moins tu bois, plus tu lis, plus tu lis. Alors ça, d'émission, ça marche. Alors ça, le plus et le moins dans tous les domaines, ça vous pouvez l'adapter. Plus on présente une émission, plus on a envie de présenter une émission. Plus on parle. Moins on parle. Pascal, pour répondre à Estelle... Marie-Estelle, excusez-moi. Bah oui, c'est la moindre des choses quand même pour un gynécologue. Une psychiatre, et qui dit qu'on utilise trop les antidépresseurs pour cette période de vulnérabilité, de dépression. Alors que c'est un phénomène qui est, et les études l'ont montré, d'origine hormonale. Et puis l'alimentation joue beaucoup sur le moral. Et j'en parle, bien sûr. Oui, l'alimentation. Le tryptophane. Le comment? Le tryptophane, c'est le précurseur de la sérotonine. Que vous avez dans le chocolat, par exemple. C'est un acide aminé qui est très fragile parce qu'il passe la barrière mésocéphalique, mais il rentre en contradiction avec d'autres acides aminés. Et donc, en fait, si vous mangez du chocolat, par exemple, il ne faut pas manger de la viande rouge en même temps. Exact. Sinon, vous tuez le tryptophane qui est dans le chocolat, qui vous permet de fabriquer de la sérotonine. Il en mange pas assez. Qui vous permet de vous sentir bien. Qu'est-ce que je ne mange pas assez? Non, mais vous, ça va. Vous vous sentez bien. Chérie, il y a du tryptophane ce soir à manger? Elle est bien, cette émission médicale. Mais c'est une vraie émission d'extrême droite qu'on aura fait. Alors là, depuis ce matin, je peux vous dire que là, c'est une vraie émission d'extrême droite. Apparemment, c'est votre femme qui fait la cuisine, donc c'est un peu rétrograde. D'après la dernière intervention. Non, mais je ne dirai plus rien. Alors, écoutez, je finis là-dessus. D'abord, ce n'est pas vrai. Derrière croyez-moi, un grand homme, il y a toujours une grande femme. Qui fait la cuisine. Ah oui. C'est vrai. Vous faites et je bien le dis et je le répète. Bien sûr. Vous savez, bien sûr. Vous avez parfaitement raison de dire cette chose. Vous êtes un grand homme? Non. Mais vous avez une grande femme? Oui. Somaya, il se trouve que je crois, Marie-Estelle, que vous connaissez. Tout à fait. Bon. Somaya Labidi, qui, à 10h30, va nous rappeler les infos. Pression maximale sur le gouvernement. Les agriculteurs ne lâchent rien. Preuve en est, action coup de poing dans le Tarn-et-Garonne. L'A62 est coupée en deux. Du fumier, du lisier et des palettes jonchent le bitume.
De l'affiche rouge au Panthéon, la France va honorer Missak Manoukian et 23 de ses compagnons. Reconnaissance 80 ans après leur mort pour ces combattants et résistants de l'ombre. Cérémonie à suivre dès 18h30. Et puis une collecte pour la mémoire. Tous les témoignages des victimes du 7 octobre sont actuellement rassemblés en vue de leur conservation à la Bibliothèque nationale d'Israël comme preuve historique de l'attaque sans précédent du Hamas. André Vanini, évidemment, il faut honorer la mémoire de ceux qui ont servi la France, les grands Français, le Panthéon. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'entrées au Panthéon et beaucoup de cérémonies mémorielles sous Emmanuel Macron. C'était un peu vrai déjà sous François Hollande. C'est quelque chose qui existait moins. Je trouve que tout fait toujours sens d'ailleurs. Il me semble là aussi que ça existait moins, sous Giscard, sous François Mitterrand, qu'aujourd'hui. Sous De Gaulle, il y a eu Jean Moulin, c'est tout. Oui. François Hollande a fait entrer le même jour Pierre Brossolette, Jean Zay, Germaine Tillon et Geneviève Antonios de Gaulle. Beaucoup de hommes, de femmes, c'était la résistance. Il manquait un étranger, juif, communiste, ce sera le. On ne peut pas enterrer les gens avant qu'ils soient morts. Je cherche à comprendre la puissance de cette assertion. On peut faire un peu d'humour. Ça me paraît pourtant clair. Oui. Maintenant qu'il n'y a plus un héros de la résistance vivant, il n'y a plus que des morts, on les enterre. Bah oui. C'est tout. J'ai vu le Gorafi. Vous avez vu le Gorafi ce matin? Non. Bernard-Henri Lévy a été arrêté, il essayait de s'enterrer vivant au Panthéon. C'est pas très gentil. Pas très gentil. Alors écoutez, j'ai lu, j'ai lu ce week-end Solitude d'Israël, les épreuves de Bernard-Henri Lévy. C'est un livre remarquable. Non mais il a des qualités, c'est sûr. Non mais c'est plus que ça. C'est plus que ça. Moi j'aurais traversé la vie sur mon siège. Oui. En faisant des émissions. Et lui, il est sur le terrain depuis 50 ans. Il est allé en Ukraine. Oui. Donc, c'est tout. Et il y a un courage intellectuel et physique que d'autres. C'est toujours pareil. Ceux qui le critiquent n'ont pas la racine carrée ni de son intelligence, ni de son talent, ni de son courage. Je suis désolé de le dire comme ça. Il sort du flore de. Mais exactement. Je suis désolé. C'est pas ce qu'on a entendu dans la première partie. Très bel hommage, André. Bravo. Mais non, mais il sort du flore de temps en temps. Il va sur le terrain. Je pense qu'il sera très sensible à cet hommage. Mais non, mais c'est vraiment. Qui sont ceux qui le critiquent? Qui sont-ils? Gorafi, c'était de l'humour. Oui, non mais là, Gorafi, il n'y a pas de souci. Il y a de la place pour l'humour dans cette émission. Nous sommes d'extrême droite, mais il y a quand même de la place pour l'humour. Mais le dialogue et la critique, c'est beau. Bien sûr. On ne reparlera pas de Valérie Bonneton, alors, parce que moi, ça me scandalise. Ah, bah dites un petit mot, tiens. Moi, ça me scandalise. Ça vous scandalise, oui. Ça me scandalise parce que cette forme de mépris pour une région que j'aime beaucoup, c'est pas du mépris, elle n'aime pas le Nord. Non, mais si, c'est du mépris. Elle le trouve triste. Non, mais elle y est née. On ne parle pas du Nord globalement. Moi, je ne veux pas tomber dans les clichés inverses, mais c'est vrai que les gens du Nord ont des qualités humaines remarquables qu'on trouve rarement à Paris. C'est pas la même ambiance dans les rues de Lille que dans les rues de Paris. Et j'en profite pour lancer à nouveau un appel solennel à la municipalité d'Armentières pour qu'une rue de cette ville porte le nom de Paul Gaden, qui est né, qui est un de mes écrivains préférés. Je milite depuis des années. Il est né à Armentières. C'est un des plus grands écrivains français du XXe siècle. Il n'a pas de rue à Armentières. On préfère retenir que c'est Lynn Renaud qui est la grande... Avec cette chanson que personne n'a oubliée, Mademoiselle from Armentières, parlez-vous. Vous voyez non, une rue Paul Gaden à Armentières. Et le Nord... Mademoiselle from Armentières. Je continue. Je vous en prie. C'est une région que j'adore, le Grand Nord, j'y inclus la Belgique, je trouve que j'aime ses paysages, j'aime ses villes, j'aime sa culture, j'aime ses gens, et ce mépris... Pourquoi elle dit ça? Quel est le sens de cette déclaration? Éric, c'est scandaleux. Éric, il n'y a pas que Valérie Bonneton, il y a Bruno Dumont. Oui, mais voilà. C'est quelqu'un qui est dépositaire de l'esprit du Nord, d'une forme de fantaisie, d'humour. Quand on n'a que ça à dire, qu'elle se taise. Ce mépris pour toute une région que je trouve magnifique, avec des gens que j'aime profondément, et une littérature représentée par Paul Gaden, je trouve ça scandaleux. Comment vous l'appelez? Paul Gaden. Alors, vous avez lu des ouvrages de Paul Gaden? Non, mais j'en ai entendu. La plage de Cheveninck, vous voyez, la plage de Cheveninck. Mais j'arrive pas à dire le nom. C'est un écrivain du 20e? Oui, 1907-1956. Une histoire d'amour sublime. Voilà, et Marie-Estelle a lu ce que je tiens pour son plus beau livre, La plage de Cheveninck. Écoutez, Paul, alors la prochaine fois, vous venez avec un livre de Paul Gaden. J'ai le livre à côté de mon lit. Comme il y a peu de chances qu'on vienne chez vous le lire, en revanche, venez... la prochaine fois, je viens avec un livre de Paul Gaden. Reformulez votre demande. Non, mais il n'y avait pas de demande. Imaginez que le nom de Paul Gaden a été prononcé 10 fois. Valérie Bonneton a fait un film avec Danny Boone sur un fameux volcan
dans le nord du Nord. Oui, mais là, elle parle du Nord. Mais de la oui, France. à qui, Bah, écoutez, à qui elle essaye de plaire en disant On n'apporte pas le livre. À qui écoutons quelques. Alors, moi, je vais vous dire, parce que j'y allais souvent dans le Nord. À Lens, j'adorais aller à Lens. Bah, Lens, c'est beau. C'était merveilleux. Quand tout le stade chantait les corons, c'était incroyablement émouvant. Lille, c'est une ville magnifique. Le Louvre. Lille. Le Louvre à Lens. Bah, bien, le Louvre-Lens, bien sûr. L'équipe de foot. Bergerac, magnifique. Bergerac, c'est le petit Nord. Le petit Nord. Non, mais évidemment que Lille et que le Nord, on a une petite musique, j'avais dit à. Voilà, les gens du Nord. Ouais. D'un mec du Sud. Oui, bah, mais ça m'a surpris de Valérie Bonneton, parce qu'elle ne dit pas de bêtises d'habitude. Mais écoutez, en même temps, on peut dire des bêtises de temps en temps. C'est la courbe de Gauss. La courbe de Gauss. Voilà. Elle est franche. Qui n'en dit pas? Qui ne dit pas de bêtises? Vous avez jamais dit de bêtises? J'essaye de ne pas dire de bêtises méprisantes. Quelle est la plus grosse bêtise que vous ayez dite, par exemple, dans votre vie? Plus grosse bêtise, je laisse aux soins aux autres de le déterminer. Ils sont beaucoup plus doués pour me critiquer que moi-même. Bon, bah écoutez, c'est terminé. Merci à tous. Merci André Valény. Merci, je rappelle votre livre aux éditions Le Duc, Dr Michel Mouly, gynécologue, chirurgien, cancérologue. Les solutions qui vous donnent le pouvoir sur votre santé. Ne souffrez plus en silence. Ménopause, c'est le titre de votre livre. Michael était à la réalisation, Samuel était à la vision, merci à Eric Boimard qui était au son, Marine Lançon et Benoît Bouteille étaient avec nous. Toutes ces émissions sont retrouvées sur cnews.fr. Jean-Marc Morandini, que je félicite pour ses brillants résultats ces derniers jours, va poursuivre l'aventure. Rendez-vous ce soir.